BX1+. Le face-à-face. En attendant, c'est notre face-à-face. On va donc parler d'économie et de prévision pour l'année prochaine. On est en ligne avec Étienne de Calataille, qui est économiste en chef chez Orcadia Asset Management, avec Philippe Donnet, qui est commissaire au bureau au plan, et avec Philippe Ledan, qui est économiste pour ING. J'espère que tout le monde m'entend. On va peut-être essayer de faire un petit tour de table. L'idée de ce face-à-face, c'est d'essayer de prévoir, même si on n'est pas Madame Irma, l'année 2020 qui est devant nous. Est-ce que ça va être une année catastrophique avec des licenciements et des faillites en cascade, ou est-ce qu'au contraire, si on arrive à sortir du Covid-19, vaccination aidant, ça sera l'année de la reprise et on va avoir des bonnes nouvelles les unes à la suite des autres? On va peut-être commencer avec Étienne de Calataille. Optimiste ou pessimiste pour l'année prochaine? Alors, on ne vous entend pas. Il faut peut-être allumer votre micro. Voilà. Je pense que le micro fonctionne. Parfait, on vous entend. Alors, moi, je suis résolument optimiste. Je pense que 2021 sera une année où certainement l'économie rebondira, bon, sauf si on avait une troisième vague terrible de pandémie, bien entendu. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'avoir ce scénario-là à l'esprit. Donc, très certainement qu'on sera dans une période de croissance positive. Ça ne veut pas dire qu'on va récupérer intégralement en 2021 le terrain perdu en 2020, mais les choses iront mieux, avec des inquiétudes qu'il ne faut pas trop entretenir à propos des faillites. Il faut évidemment éviter une sorte d'effet domino de la faillite de l'un qui entraînerait la faillite de deux autres, et la faillite de deux autres en entraînerait la faillite de quatre autres. Mais il faut voir qu'en regard de ça, il y a un formidable gisement qui ne demande qu'à être dépensé, c'est celui de l'épargne que les Belges ont dû se constituer, contraints et forcés, par peur ou simplement par fermeture des magasins durant les moments du confinement. J'ai dit les Belges, ça ne veut pas dire tous les Belges. Il y a un certain nombre d'entre nous qui souffront gravement de la crise. Malheureusement, l'économiste parlera d'une moyenne et pas toujours de chaque situation individuelle. Mais la moyenne sera favorable en 2021. Alors, Philippe Donnet, même question, en précisant qu'en 2020, il y a quand même eu un effet correcteur important des pouvoirs publics, puisque il y a un moratoire sur les faillites. Il y a également le chômage économique qui est pris en charge par l'État, qui protège un certain nombre d'entreprises. Ces entreprises-là, si j'entends bien Étienne de Calataille, il y en a peut-être quelques-unes qui mettront la clé sous la porte l'année prochaine, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Alors, je pense qu'il faut moins s'inquiéter que ce qu'on pouvait l'être au mois de mars, quand on estimait qu'il y aurait une déperdition permanente de l'économie de l'ordre de 4%. On sera plus bas, la perte sera moins grande, mais ça dépendra fortement d'hypothèses, notamment sur la vaccination. Est-ce qu'elle sera opérante? Est-ce qu'il n'y aura pas du retard dans cette vaccination? C'est vraiment la question clé pour le début 2021. Oui, alors je vais terminer avec Philippe Ledan et je vais peut-être préciser un petit peu ma question, si vous êtes d'accord avec l'idée que 2021, c'est l'année de la reprise. On a beaucoup parlé de reprise en V, donc reprise forte et rapide, de reprise en U, donc un petit peu moins forte, un petit peu moins rapide, et puis d'autres qui évoquent une reprise progressive et lente. C'est quoi votre scénario à vous? Philippe? Ah oui, c'est le Philippe Ledan, oui. Alors, disons que, oui, en fait, c'est très bien en termes de communication, mais dans la réalité, c'est pas très opérant, parce que, quelque part, oui, on a vu un V après le confinement du deuxième trimestre. À partir du moment où on voit les économies rebondir, on vient de tellement bas que, visuellement, effectivement, on voit un V. Je pense que la question importante, c'est à quelle hauteur revient la deuxième branche du V, hein? Et aujourd'hui, on n'est pas du tout revenu au niveau d'avant-crise. Et on peut alors du coup se demander combien de temps mettra-t-on à revenir au niveau d'avant-crise? Et donc, au-delà de ce V tronqué, la question qui a déjà été évoquée par mes deux collègues, c'est effectivement quelle va être la vigueur de la suite de la reprise, en considérant bien entendu que, on l'a dit, les réserves qu'il faut avoir par rapport à la vaccination, et du coup un peu cet effet un peu atypique qui a déjà été évoqué entre, d'une part, cette espèce de délivrance post-Covid qui devrait inciter ceux qui ont eu l'occasion d'épargner
à maintenant consommer, et d'un autre côté, un train de mauvaises nouvelles qui arrivera forcément à un moment ou à un autre, notamment en matière de faillite et de perte d'emploi, compte tenu des mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant pour les éviter. Et donc on va avoir une espèce de balance entre les deux, qui devrait normalement pencher du bon côté. Moi, personnellement, j'ai quelques réserves par rapport à ce stock d'épargne qui aurait été contracté par des ménages. Est-ce que vraiment ils vont le consommer, ou est-ce qu'ils vont se dire finalement avoir ce petit matelas de quelques milliers d'euros épargnés en 2020, c'est peut-être pas plus mal pour la pension. Je ne sais pas, j'émets simplement l'une ou l'autre réserve par rapport à ça, mais pour le reste, je pense qu'effectivement, la délivrance va l'emporter sur les nouvelles moins positives en matière de faillite et de perte d'emploi, mais cela veut dire aussi qu'il ne faut pas non plus s'attendre à ce que soudainement, dès la diffusion du vaccin, la vie reprendra tout à fait normalement et que finalement tout ça se sera effacé d'un coup. Donc on a bien compris notamment que le vaccin, il allait mettre sans doute plusieurs mois avant d'être opérant pour toutes les couches de la population. C'est pas parce qu'on va commencer à vacciner en janvier qu'on sera tous vaccinés en février ou en mars, ce sera probablement plutôt pour la fin de l'année. J'ai quand même envie de vous poser cette question quand je vous entends tous les trois et que j'entends plutôt un optimisme modéré, mais un optimisme quand même de votre part. C'est la question d'une société très inégalitaire, parce qu'on voit qu'il y a déjà des gens qui sont en très forte difficulté. Dans ce que vous nous dites, j'entends qu'il y en a qui vont pouvoir reconsommer comme avant, ou peut-être même mieux qu'avant grâce à l'épargne qu'ils ont constituée. Et puis il y a ceux qui ne vont pas pouvoir consommer du tout parce qu'ils vont avoir perdu leur activité s'ils sont indépendants, ou leur boulot s'ils sont salariés. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu un danger? Et pour corriger ce danger, ça veut dire qu'on va devoir conserver une aide de l'État avec le chômage temporaire ou le chômage partiel qui est aujourd'hui assuré par les pouvoirs publics. Il va falloir un phasing out pour pas que la transition d'un État à l'autre soit trop rugueuse. Alors, la question des inégalités, elle est extrêmement importante. Je crois qu'il faut être prudent, ne pas dire que les inégalités ont augmenté. Il faut dire que des inégalités se sont creusées. C'est sûr qu'entre un fonctionnaire et un indépendant, un qui n'a pas eu peur de son revenu et l'autre bien, les inégalités se sont creusées. Mais peut-être que l'indépendant gagnait nettement mieux sa vie que le fonctionnaire auparavant et que donc, en fait, on a plutôt eu un rétrécissement des inégalités. C'est évidemment pas vrai que tous les indépendants gagnent très bien leur vie et que tous les fonctionnaires gagnent mal leur vie. Mais voilà pour illustrer pourquoi on a un creusement des inégalités. Et il n'est pas besoin de parler des inégalités en général. Ce qu'on a vu par exemple avec la Covid, c'est l'importance de l'inégalité en termes de logement. Normalement, on ne mesure pas ça vraiment. On va s'intéresser des inégalités sous forme monétaire, l'argent. Entre être confiné dans une maison, peut-être pas de grande valeur, mais qui a un jardin, ou être confiné dans un appartement de grand luxe, on préférait la première à la seconde. Donc, l'aspect inégalité est extrêmement important. L'État doit donc se préoccuper de ceux qui perdent en particulier la crise, et ça va devoir l'amener en 2021 à avoir des mesures plus ciblées. On a fait des mesures générales dans l'urgence, mais on a été à la trop grosse louche. Il nous faut pour 2021 des mesures de soutien, au moins aussi généreuses pour certains, certainement, mais certainement mieux ciblées que ce qu'on a eu dans les premières phases de l'intervention du pouvoir public. Philippe Donnet. Ménages et pour les entreprises également, comme l'a dit Étienne, effectivement au tout début de la crise, on a ouvert les vannes budgétaires pour amortir le choc, et sans ces dépenses publiques, la situation aurait été encore beaucoup plus catastrophique et a permis de lisser un peu les inégalités de revenus que l'on a connues. Il y a eu des injections massives d'argent. Évidemment, il va falloir faire un phasing out progressif, sinon il va y avoir un effet récessif énorme. Ouais. Je rappelle quand même qu'on est à plus ou moins 11% de déficit cette année-ci. C'est énorme. Il faut remonter aux années 80 pour avoir un déficit de cette ampleur-là. Malgré le retour de la croissance économique, du rebond en 2021 que l'on anticipe, le déficit public ne devrait pas, lui, se contracter de manière majeure. On devrait être aux alentours des 7%. Et donc, la question
d'une trajectoire budgétaire va se poser. Alors, je sais que maintenant, le dogme, c'est qu'il n'y a plus de dogme budgétaire, mais à un moment donné, il faudra revenir. La dette publique à 120%, c'est un seuil qu'on ne peut pas franchir allègrement, sans conséquence à moyen terme. Alors, vous êtes en train de tirer la sonnette d'alarme et je voulais justement vous emmener sur ce terrain-là, sur l'idée qu'on a injecté des dizaines de milliards dans l'économie, que c'était absolument nécessaire pour sauver des emplois et sauver des entreprises aujourd'hui, mais qu'à un moment, il va falloir qu'on le paye. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer cette politique-là. 120% d'endettement du PIB, c'est le maximum à ne pas dépasser, nous dit Philippe Donnet. Est-ce que Philippe Ledan est d'accord avec cette barre et ce panneau d'avertissement, ce carton jaune que vient de brandir le commissaire au plan? Mais cette limite, elle a notamment été documentée dans un papier, dans un article de la Banque nationale qui a évoqué cette limite de 120% de soutenable. Donc ce n'est pas une limite comme ça où on dit voilà, c'est fondé sur des paramètres très clairs liés à la croissance économique, au niveau des taux d'intérêt, etc. Expliquez-nous, pour nous, grand public, ça veut dire quoi qu'il ne faut pas franchir cette limite? Si on la franchit, qu'est-ce qui se passe? Non, alors fondamentalement, peut-être qu'à court terme, il ne se passe pas grand-chose parce qu'on reviendra toujours avec l'argument que tant que les taux sont bas, finalement, la dette, on ne la voit pas plus que ça. C'est plus une question d'équilibre à moyen terme des finances publiques et de l'économie belge dans son ensemble. Imaginez que plus tard, un jour, on n'y ait pas pris garde, on continue à laisser filer le taux d'endettement, mais qu'un jour les taux d'intérêt se remettent à augmenter, et à ce moment-là, la charge d'intérêt qui, elle, est inscrite chaque année au budget de l'État, va recommencer à augmenter, et à ce moment-là, on se retrouvera dans une situation où on passera beaucoup de moyens financiers de l'État à payer l'intérêt de la dette et à ne pas financer des choses plus importantes. Donc, il faut vraiment faire très attention avec cette idée que les taux d'intérêt étant négatifs pour le moment, pour être très clair au niveau de l'endettement de l'État, finalement, la limite de l'endettement de l'État serait infinie. C'est une idée qui est correcte quand les taux d'intérêt sont excessivement bas, mais il ne faut pas en oublier la dette. Et je pense que c'est compréhensible pour tout le monde que quand on a une dette, quand le taux et quand on s'endette pour un achat ou pour un achat immobilier, le taux d'intérêt étant très bas, c'est très confortable, mais il ne faut jamais en oublier le poids que représente cette dette. Et donc, ce n'est pas l'avertissement qui est donné par Philippe Donnet ou qui est donné par la Banque nationale, n'est pas un avertissement spécifique pour 2021, c'est un avertissement pour la stabilité de moyen et de long terme de l'économie belge. Ouais. Je vais peut-être vous interroger, Étienne de Calataï, là-dessus, et sur la notion au fait qu'on est tous logés à la même enseigne au niveau européen, et qu'en plus, la Commission européenne a levé le carcan budgétaire, mais a aussi décidé d'injecter beaucoup d'argent dans le plan de relance. Donc on mutualise un petit peu cette dette. Est-ce que ça nous protège? Alors, en fait, aujourd'hui, l'Europe a fait des progrès majeurs avec ce plan, cet élargissement du budget européen, c'est 750 milliards et la mutualisation sous-jacente. C'est un progrès dans l'intégration européenne grâce à la Covid, et donc la Covid nous aura aussi amené des effets positifs. On a aussi progressé en termes d'instruments dont dispose la Banque centrale européenne, qui est aujourd'hui avec un arsenal plus large, plus puissant que ce qu'il n'a jamais été. Donc on est mieux outillés. Aujourd'hui, ce qui est quand même frappant, c'est de voir que des pays a priori fragiles comme l'Italie ou plus encore la Grèce se financent à des taux d'intérêt qui sont inférieurs aux États-Unis. Comparons un instant la situation de la Grèce avec la situation de la Turquie. Il n'y a pas grand-chose qui les sépare, pas beaucoup de distance entre les îles de l'un et des autres. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la Grèce a pu avoir des taux d'intérêt extrêmement faibles pour soutenir son activité. La Turquie a cherché à faire la même chose. Résultat, la monnaie turque s'est dépréciée et les Turcs ont dû
resserrer le taux d'intérêt, ce qui pénalise fortement. Aujourd'hui, en Turquie, il y aura peut-être bien des gens qui auraient envie d'être dans l'union monétaire, et je suis sûr qu'en Grèce ou en Italie, il y a beaucoup moins de gens qui pensent à sortir de l'union monétaire européenne. Ils en ont un bénéfice patent dans une période qui est particulièrement importante pour eux, avec en plus cette solidarité du budget européen. Mais permettez-moi de revenir un instant là sur l'aspect du budget. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a des seuils de pénibilité particuliers en économie. Et je ne crois pas qu'il faille sanctuariser un seuil à 120%, en dessous duquel tout irait bien, au-dessous duquel tout irait mal. Je ne dis pas que c'est ce que les deux Philippe, avec lesquels je m'entends particulièrement bien, ont voulu dire, mais il faut bien veiller à avoir cette compréhension. On entend parfois dans des communications que le dollar a franchi le seuil de 1,10 ou le pétrole a franchi le seuil de $50 ou que sais-je. C'est souvent des expressions qu'on utilise et qui sont malheureuses. En fait, à 119 ou à 121% du PIB, on ne va pas vivre beaucoup plus mal ou beaucoup mieux. Donc, prenons garde à cela. Quand les taux d'intérêt sont bas, il y a intérêt à, toutes choses étant égales, à avoir plus de dettes. N'importe quel ménage pour eux qui cherchent un emprunt hypothécaire le fait. Ce qui est le problème de l'endettement public, c'est la fragilisation. Plus vous êtes endetté, plus vous vous exposez à une possible remontée des taux d'intérêt. Alors, on va essayer de s'affranchir de la symbolique des chiffres ronds et des barres. Je voudrais quand même vous interroger sur ce qu'on a fait jusqu'à présent et qu'on va peut-être devoir continuer à faire dans les mois à venir et qui concerne cette aide massive de l'État pour les entreprises notamment. Et on a fait, en tout cas dans une première phase de la crise, essentiellement des aides générales, le même montant pour tout le monde et sans poser plus de questions. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que dans les mois qui viennent, il faut travailler différemment en fonction du chiffre d'affaires, du nombre d'employés, etc. Et est-ce qu'il faut faire la différence entre des entreprises qui étaient saines avant le début de la crise et celles qui ne l'étaient pas, avec le risque qu'on mette des entreprises en faillite si on ne les aide pas dans les mois qui viennent? Philippe Donnet. Alors, il y avait déjà un certain nombre d'entreprises qui avaient des fonds propres négatifs avant la crise et ce qu'on appelle les entreprises zombies. Et effectivement, il y aurait probablement un intérêt à ne pas les sauver pour libérer du capital et de la force de travail qui peut être utilisée à meilleur escient dans des secteurs plus porteurs d'avenir. Maintenant, sur les aides, quand en mars, on a dû confiner, effectivement, les gouvernements, dans l'urgence, ont pris des mesures forfaitaires. Ça s'expliquait par la facilité que cela avait. Maintenant, je pense que le temps a permis de pouvoir mieux étudier les secteurs et les types d'entreprises qu'il faut aider et que donc effectivement des mesures plus ciblées ou en tout cas plus tailor-made sont nécessaires. Enfin, en tout cas, c'est vers ce genre de mesures qu'il faut prendre parce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir avoir un déficit de 10-12% chaque année. Ça n'est pas soutenable. Effectivement, la barre des 120% n'est pas une barre infranchissable ou fixe. C'est surtout une cible de moyen terme, parce que quel est le problème? C'est un stress qui pourrait venir sur les marchés financiers et que l'État aurait difficile à se financer. Ça n'est pas qu'un risque théorique. Je rappelle qu'en 2011, il y a eu un stress sur les marchés financiers qui a débouché sur les emprunts lotaires. Oui, alors je vous interroge là-dessus, Philippe Ledan. Quand Philippe Donnet dit on doit peut-être cibler et faire l'impasse sur ceux qui sont en difficulté, ça veut dire aussi que si on fait l'impasse sur ceux qui sont en difficulté, il ferme l'entreprise et on met des gens au chômage. On est prêt à faire ça? Il faut faire ça d'un point de vue économique, même si socialement c'est douloureux? Mais disons que même si on considérait qu'il ne peut pas y avoir de victimes spécifiques au niveau des entreprises, soyons clairs, de la crise du Covid. Et prenons ça comme hypothèse. Même en considérant ça, ce qu'on observera en 2020, c'est qu'il y aura eu beaucoup moins de faillites qu'une année normale, que l'année 2018 ou l'année 2019. N'oublions pas qu'en temps normal, la Belgique fait face à de l'ordre de 10 000 faillites chaque année. Et donc, cette année, en 2020, on en aura presque moitié moins. Donc, ce n'est pas normal. Donc, on comprend bien qu'il y a aujourd'hui des entreprises zombies et ce n'est pas brandir quelque chose de mal ou de considérer que maintenant on doit sonner la fin de la récréation et il faut revenir à quelque chose de plus dur. C'est simplement considérer qu'au moment où on a dû prendre les mesures, il était normal de prendre des mesures générales parce qu'il était impossible de faire autrement.
Mais à un moment, il faut quand même laisser l'économie poursuivre sa route qu'on a artificiellement adoucie, notamment en matière de faillite. Hein. Oui. Alors... Donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire tomber des entreprises. On est simplement en train de dire, laissons au moins la vie normale reprendre. Et en 2020, il y a eu beaucoup moins de faillites qu'une année normale. Alors, on a eu ce matelas, on a bien compris. C'est la fin de ce débat. Je voudrais faire un dernier tour de table avec une dernière question à laquelle je vais vous demander de répondre tous les trois. C'est la préparation du plan de relance. Hein, donc, on sait qu'il y a 750 milliards de la part de l'Union européenne. Il y en a 5 qui vont arriver en Belgique. On espère un effet multiplicateur, hein, c'est-à-dire qu'un milliard investi par les pouvoirs publics peut avoir un effet pour 2 ou 3 milliards en réalité. Je voudrais vous interroger sur quoi on doit se concentrer, parce que j'entends beaucoup de choses, y compris que par exemple on va financer la rénovation des bâtiments scolaires avec le plan de relance, que le plan de relance peut servir à améliorer notre système d'éducation en langue par exemple. Est-ce que ce sont des bonnes idées, ou est-ce que quand on veut investir de l'argent sur la relance, on doit être plus précis et se concentrer exclusivement sur des secteurs porteurs qui sont créateurs des emplois de demain, si on veut être efficace? Étienne de Calataille. Il faut être déterminé et modeste en même temps avec le plan de relance. L'État est incapable de déterminer si demain c'est l'hydrogène qui va gagner ou pas gagner. Donc je ne recommanderais certainement pas à l'État belge de choisir quelques secteurs to pick the winner, comme on dit en anglais. Ce n'est pas la bonne stratégie. L'État sera beaucoup plus efficace quand il créera les conditions de la prospérité pour tous. Et donc l'État sera beaucoup mieux inspiré si cet argent sert effectivement à ce que notre système éducatif, notre système de formation professionnelle, notre système d'accompagnement du chômage soit nettement meilleur que ce qu'il n'est aujourd'hui. Philippe Donnet. Moi, je plaiderais pour investir dans les secteurs qui peuvent porter la croissance potentielle un peu plus haut, parce que celle-ci est en baisse de manière graduelle depuis 20 ou 30 ans et que c'est juste catastrophique pour la soutenabilité des finances publiques face au vieillissement. Et je dirais qu'il y a à la fois les dépenses en investissement, mais aussi les réformes structurelles, aussi, c'est ce qu'Étienne disait, les conditions de l'activité économique, et c'est important. Et on termine avec Philippe Ledan. Mais je pense qu'effectivement, il y en aura probablement pour tout le monde, parce que c'est toujours la dure réalité de la politique en Belgique. Mais je dirais également, un peu à l'instar d'Étienne de Calataille, mais également Philippe Donnet, il sera entièrement d'accord avec moi, que si vous investissez dans l'éducation, dans la formation, vous ne savez jamais être perdant. Donc, je veux dire, si on veut maximiser la trajectoire, non seulement en 2021, mais vraiment plutôt à plus long terme, sur des dizaines d'années, investissez dans l'éducation intelligemment. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ce débat. Étienne de Calataille, économiste en chef pour Orcadia Asset Management. Philippe Donnet, qui est commissaire au Bureau fédéral du plan. Et Philippe Ledan, qui est senior économiste pour la banque ING. Merci à tous les trois. Et vous savez quoi ? C'est plus facile avec les économistes qu'avec les politologues ou les constitutionnalistes. On a eu 3 fois le même avis. C'était plutôt bien. Merci beaucoup à tous les trois.